les ans, 59 millions de vies humaines disparaissent de la surface de la Terre. Mais savez-vous quelle est la principale cause de ces décès? Les guerres? Les pollutions peut-être? Ou bien alors le tabagisme avec la dangereuse cigarette? Hmm. Ou bien alors la sédentarité, en restant vautré toute la journée sur son fauteuil? Non, en réalité, la première cause de décès qui emporte avec elle plus de 11 millions de vies humaines tous les ans se trouve en réalité juste sous notre nez. On la retrouve partout, elle est tout à fait légale. On a surtout pris l'habitude de la stocker chez nous, dans nos placards et dans nos réfrigérateurs. Elle va terminer bien souvent sa course dans notre assiette, puis dans notre bouche, parfois dans la poubelle. Bon, c'est notre nourriture, bien sûr. Alors moi, ça fait 4 ans en fait que j'écris des articles et que je mène des enquêtes sur la santé et sur la nutrition. Et ça fait en réalité plus de 7 ans que je me passionne pour l'alimentation, pour ses secrets, pour ses mensonges et aussi pour ses promesses. Et à l'origine de cette passion, bien des soucis de santé, mais rien de bien grave. J'avais à l'époque une capacité respiratoire qui était quasi inexistante, c'est-à-dire je ne pouvais pas respirer, j'avais rien du tout. C'était le néant. Et ça a été détecté totalement par hasard, alors que j'accompagnais ma mère chez son allergologue, et elle pourra le confirmer, elle est là. Mais j'ai fait tous les tests du médecin, et il m'a dit, il n'en revenait pas, il ne le croyait pas, parce qu'en fait, les résultats étaient si faibles qu'il pensait que sa machine ne fonctionnait pas. Pourtant, c'était bien mon nez qui ne marchait pas, qui ne fonctionnait pas. Alors, dans cette histoire, le plus dérangeant pour moi, c'était pas ça, c'était véritablement ces rhinopharyngites à répétition, ces horreurs-là qui me prenaient la gorge et qui me prenaient le nez, et que j'ai choisi au final de traiter comme tout le monde. Je suis donc allé voir mon médecin, il m'a prescrit toute une batterie d'antibiotiques, et puis ça allait mieux, ça fonctionnait. Et puis après, tout recommençait. C'était même pire parfois. Alors devant cette spirale infernale, véritablement, il y a des amis qui m'ont dit mais Jérémy, mais regarde ce que tu mets dans ton assiette. Et là, ce fut le déclic. Je me suis dit, mais oui, mais c'est bien sûr. Notre alimentation n'est-elle pas notre premier médicament, après tout? Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai regardé un petit peu plus attentivement à ce que je mettais dans mon assiette. J'ai commencé à me renseigner, à lire des ouvrages sur les bienfaits, les dangers de ce qu'on mange. J'aime bien le dire comme ça, mais en fait, j'ai été mon propre cobaye. J'ai retiré des choses que je mangeais en abondance et que j'ai remplacées par d'autres. Et ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que j'ai réussi à résoudre tous mes soucis de santé, sans la moindre rechute, simplement en faisant attention à ce que je mangeais. Alors nous y voilà, nous sommes au cœur du sujet. Au cœur du problème, c'est notre alimentation. Et Dieu seul sait que c'est compliqué. Compliqué parce qu'en fait, tout le monde pense détenir la vérité. Tenez par exemple, certains pensent qu'il faut manger tout cru pour être en bonne santé. Ce sont les crudivores. Pour eux, la cuisson, c'est un blasphème, un générateur de composés toxiques qui va altérer la qualité des aliments. C'est bien ça, pour eux, la cuisson, c'est le mal. Vous en avez d'autres, ils pensent que ce sont nos ancêtres chasseurs-cueilleurs du paléolithique qui se nourrissaient le mieux. Les paléos, comme on les appelle, refuseront d'ingérer la moindre céréale, la moindre goutte de lait ou le moindre morceau de fromage. Ils s'interdisent aussi tous les produits industriels, rien que ça. À l'extrême, vous en avez d'autres qui vont refuser tous les aliments qu'on a l'habitude de manger. Le lait, le beurre, la viande, les yaourts, la mayonnaise aussi. Ce sont les végétaliens. Même le miel est banni de leur alimentation. En fait, ils ne tolèrent que les végétaux. Alors, on pourra faire toutes les blagues qu'on veut sur eux, mais inviter un végétalien à dîner qui vient avec un bouquet, c'est un cadeau ou un dessert? Bon, bref, vous avez compris où je veux en venir. C'est compliqué parce qu'en fait, on est tous perdus dans cette jungle alimentaire. Il y a des avis, des recommandations de partout, on ne sait plus quoi penser. Donc, on a le droit en fait de se retourner vers des grandes recommandations qui existent. Elles sont là et on les a souvent entendues sous forme de chansons à la télé. Et la musique, vous la connaissez tous. Manger 5 fruits et légumes par jour, pour les fibres, les vitamines. Sans oublier les produits laitiers, pour le calcium, pour bien grandir et avoir les os solides, donc pas de fractures. Ou bien alors le morceau de viande, midi et soir, pour éviter les carences. En B12, certains savent. Et ces recommandations, elles ont été reprises sous forme de grandes pyramides. Et ces grandes pyramides vont nous donner les grandes tendances alimentaires, les aliments que nous devons manger, la quantité que nous devons manger pour être en bonne santé. Mais alors, est-ce que ces pyramides, voilà, vous avez vu, ces pyramides véritablement sacrées, elles pourraient être en fait la solution à tous nos problèmes? On pourrait les croire, si seulement elles n'étaient pas perverties par les intérêts privés, les intérêts financiers. Et là, ça va commencer à être moins drôle. Je me pose la question, peut-on faire confiance à ces recommandations quand le grand patron qui les valide fricote de très près, de trop près même, avec les fabricants de lait, de saucissons et de fromage? Moi, je réponds non, je ne pense pas.
Alors, pour nous rassurer, pour me rassurer, et pour essayer de crédibiliser un peu ces recommandations, les États ils vont s'armer d'experts. Des experts qui vont être là pour tout contrôler, tout vérifier. Ils vont partager vraiment une parole sacrée qu'il est impossible à remettre en cause. Sinon, on va vous accuser d'alimenter la théorie du complot exactement comme ils le font pour moi. Et pourtant, mes enquêtes sur ces personnalités, parce que c'est ce que j'aime bien faire et c'est ce qui ne me plaît pas, révèlent une proximité qui est dérangeante, qui est même scandaleuse avec l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique. Une proximité qui est alimentée par l'argent, toujours l'argent, et les cadeaux aussi. Et pour que vous saisissiez toute la portée de cette emprise, 8 experts sur 10 qui siègent dans ces instances ont un avis qui est biaisé, transformé, moulé par les doléances de l'industrie agroalimentaire. Pour vous dire, l'Organisation mondiale de la santé elle-même dénonce des paradoxes alimentaires, des recommandations incohérentes dans de nombreux pays dits développés. Ah, vous me demandez un exemple ? Les pays les plus gros consommateurs de produits laitiers, donc apport de calcium, eau solide, ce sont ces pays-là qui ont la plus mauvaise santé osseuse, qui ont le plus de fractures. Bizarre. On dira juste que c'est bizarre. Et même les diabétiques vont souffrir de ces intérêts privés avec les industriels. Vous avez ici le guide de référence alimentaire qui a été établi pour aider les diabétiques à lutter contre cette maladie. Il n'échappe pas aux tentacules de l'industrie agroalimentaire. Il a été financé, payé par la célèbre société embouteilleuse de soda sucré, qui est un petit peu suspectée de jouer un rôle dans l'épidémie de diabète et d'obésité aujourd'hui. À l'école, on peut se poser la question aussi, mais nos enfants ne sont pas épargnés. En fait, ne rêvez pas, c'est même pire. Nos décideurs politiques ont officiellement demandé à la bien-aimée et ô combien altruiste, on le sait tous, industrie du sucre, d'éduquer les enfants au principe d'une alimentation saine. Et comme nos têtes pensantes n'ont décidément honte de rien, il faut le dire, ils ont également invité les parents et les enseignants à boire les bonnes paroles de l'industrie. Alors je pourrais déballer des exemples comme ça pendant des heures, j'en ai plein. Mais je pense que vous avez saisi l'idée que je pourrais résumer comme ça. C'est on a donné au loup les clés de la bergerie, véritablement. Et j'aimerais faire ce constat avec vous ce soir. C'est aujourd'hui nous sommes devenus des ogres. Nous sommes devenus des ogres. Notre excès de consommation, notre excès de produits industriels et transformés nous rend véritablement malades et nous tue. Aujourd'hui, nous sommes aussi devenus des feignants. Nos talents de cuisinier vont se résumer à réchauffer un plat au four à micro-ondes ou bien à choisir son morceau de salade dans une sandwicherie. Ça, ce sont d'incroyables talents. Aujourd'hui, nous sommes aussi devenus des zombies. Ouais. Notre diversité alimentaire se résume à la blancheur du pain, du sucre et de la farine. Il suffit de nous voir dans les centres commerciaux, mais comme ça, là. Gâteau, biscuits, gâteau, enfin, on n'arrête pas. C'est à croire que la couleur des poivrons et des brocolis nous terrifie, quoi. Et finalement, et c'est peut-être le pire, mais aujourd'hui, rendez-vous compte, manger sainement en faisant un minimum attention, c'est devenu une maladie mentale. Ça s'appelle l'orthorexie. J'ai fait le test, j'en suis atteint. Nos dérives alimentaires auront un impact direct et durable sur notre environnement, qu'il soit proche et éloigné, il faut le savoir. Et parmi les pires, ce sont les élevages industriels. Ceux-là même qui nous permettent à tous d'acheter des côtelettes de veau ou des poulets congelés à bas prix, ils sont responsables de désastres environnementaux, de destruction. Ces élevages industriels sont responsables de déforestation massive dans le monde entier. Des sanctuaires de biodiversité sont détruits, des trésors perdus qui sont irrécupérables. Et pour nourrir et installer ce bétail, 70% des terres agricoles de la planète sont monopolisées. 70%. Ne laissant au final qu'une infime partie pour la production de fruits et de légumes pour les hommes. Et le pire peut-être avec ces élevages, c'est que c'est l'une des activités les plus polluantes de la planète. Et vous savez que l'évolution du climat, c'est quand même quelque chose de préoccupant aujourd'hui. Il y a des perspectives plutôt pessimistes, et je suis gentil. Et selon les estimations les moins dramatiques sur ce sujet, les élevages industriels sont responsables d'au moins 15% des émissions de gaz à effet de serre. 15%. C'est plus que tous les transports de la planète réunis. Alors, pour assouvir cette faim insatiable en protéines animales que l'on a, nous sommes devenus des experts en massacre de masse. 100 milliards. 100 milliards d'animaux terrestres et marins sont tués tous les ans pour satisfaire ce besoin. Un véritable holocauste des temps modernes qui se déroule chaque jour dans le monde entier. Et l'immense majorité de ces animaux d'élevage sont maintenus puis tués dans des conditions de vie effroyables. Comment on dit ? Ah oui, loin des yeux, loin du cœur. Alors le bien-être animal dans cette logique, oubliez tout simplement l'idée. Par exemple, pour obtenir un œuf lambda, tout ce qu'il y a de plus classique, une poule pondeuse aura le bec coupé à vif dès la naissance pour éviter de picorer et d'arracher les plumes de ses copines. Ensuite, elle sera mise dans des hangars, dans des cages étroites, où elle aura l'équivalent d'une feuille A4 pour vivre. Et tout cela sans jamais voir la lumière du jour.
Et les poussins mâles, détruits, noyés, broyés ou jetés, ils ne servent tout simplement pas. Et c'est malheureusement le même constat que l'on peut faire pour la production intensive de lait, de viande et de foie gras que l'on prise tant en fin d'année. C'est tout notre système qui s'emballe, en entier, avec des scandales à répétition et des contrôles sanitaires anecdotiques, il faut le savoir. Mais pourtant, au lieu de se résigner et un peu de culpabiliser après tout ce que je viens de vous dire, on a en fait tous les moyens d'agir, on a tous les moyens de changer les choses, par nos choix alimentaires qu'on fait au quotidien. Consommer, c'est voter. C'est peut-être facile à dire, mais c'est une réalité. On vote dès qu'on achète quelque chose. On façonne le monde avec nos achats. On influence les stratégies de l'agroalimentaire. On fait évoluer l'offre et rendez-vous compte qu'il suffirait qu'on arrête d'acheter quelque chose pour que cette chose-là ne se vende plus en fait. Bon alors, ce n'est pas mon objectif ce soir de vous faire changer vos habitudes alimentaires. Je n'ai pas envie de vous pousser à devenir crudivore ou à manger comme un homme préhistorique. Ce serait prétentieux. Non, j'ai envie de partager avec vous 5 conseils. 5 conseils, un mélange de bon sens, mais aussi de recherche scientifique sérieuse, que vous pourrez tous essayer d'appliquer et de partager à la fin de cette conférence si vous en avez envie. Alors pour le premier, essayons de remplir la moitié de notre assiette par des végétaux. Parce que ces végétaux vont nous apporter une multitude d'éléments excellents pour notre santé, aussi pour notre morale. On ne doit négliger aucun légume, aucun fruit, aucune couleur. Alors qu'ils soient bio, surgelés, en conserve, à la vapeur ou en gratin, ils doivent tous y passer. C'est simple. Pour vous rassurer, l'école de santé publique de Harvard aux États-Unis, probablement la plus sérieuse et la plus réputée sur ce sujet, elle recommande cette assiette-là. Mon deuxième conseil, ce serait évitons au maximum les ingrédients imprononçables, ou bien alors les ingrédients qu'on ne comprend pas, ou tout simplement les aliments qui en contiennent trop. Je vous demande, est-ce que vous seriez tenté de manger une blanquette de veau pré-cuite au glutamate monosodique, par exemple? Ou alors, mieux, une glace à la vanille épaissie au glycérophosphate de calcium. Perso, moi non, je ne sais pas vous, mais je préfère savoir ce qui va dans mon assiette et ce qui va aller dans mon corps. Au moins, en essayant de suivre ce conseil, on va faire le tri entre ce qui est bon et ce qui est moins bon. C'est un premier filtre. Mon troisième conseil, il est fondamental. Essayons d'aller faire un maximum nos courses au marché. Pourquoi ? En allant au marché, vous allez directement donner votre argent aux producteurs locaux. Vous allez donc le soutenir. Vous allez également bénéficier de prix avantageux et faire des économies, parce que vous allez court-circuiter toute la chaîne de l'agroalimentaire. Mais vous allez aussi également bénéficier de nouvelles variétés de fruits et légumes. Donc ça va développer votre curiosité, vos goûts. Donc vous allez naturellement diversifier votre alimentation. Et c'est aussi important, mais si vous allez faire plus de fois vos courses au marché, vous allez moins fréquenter les grandes surfaces. Ces grandes surfaces-là qui proposent des tentations souvent inutiles, souvent onéreuses aussi, mais surtout et parfois néfastes pour notre santé. Mon quatrième conseil, ce serait un bon sens également. Essayons de nous remettre à la cuisine, nous installer à table pour manger avec des amis ou de la famille. J'aimerais vraiment que l'on reprenne plaisir à éplucher, découper des plats et des recettes qui nous font plaisir. Et j'aimerais qu'on arrête tout de suite de penser que réchauffer un plat au four à micro-ondes, c'est de la cuisine. Ça n'en est pas, on est d'accord. Alors au lieu de s'installer devant la télé et de dévorer son plat en 5 minutes, non, moi je dis on se calme, ok, on prépare à manger, on fait un bon plat avec des bons amis, de la famille, on s'installe à table et on partage ce moment. Ce serait ça un petit peu, l'idée. Finalement, et ce sera le dernier conseil pour ce soir, essayons de devenir végétaliens un jour sur deux. Essayons de bannir les produits animaux un jour sur deux. Alors si on suit les recommandations officielles les plus sérieuses et indépendantes sur ce sujet, on peut, sans le moindre souci pour notre santé, et j'insiste là-dessus, se passer des produits animaux 3 à 4 jours par semaine sans problème. Ou plus simplement un jour sur deux. En fait, ce que je vous propose, c'est du bon sens quelque part. On mange moins de produits animaux, mais on mange mieux, on choisit de la qualité. Et vous savez, je vais terminer sur ces mots, mais l'espèce humaine, elle a survécu pendant des millions d'années sans produits laitiers, sans lait, sans fromage, sans yaourt, mais aussi sans bonbons, sans soda et sans barbe à papa. Et on ne s'en portait pas plus mal, vraiment. Alors aujourd'hui, nos dérives alimentaires n'auront jamais été autant responsables de désastres environnementaux. Elles n'auront jamais été autant responsables d'actes de cruauté envers les animaux. Elles n'auront jamais été autant responsables de la dégradation de notre état de santé. Maladies cardiovasculaires, hypertension, diabète et j'en passe. Alors, si vous essayez de suivre 1, 2, 3 ou tous ces conseils à la fin de cette conférence, je peux vous garantir que vous allez incontestablement améliorer votre état de santé, vous allez limiter les actes de cruauté envers les animaux
vous allez également préserver notre précieuse planète. Et ça, c'est des idées qui méritent d'être partagées. Merci.